Hello and welcome back to the Jolene Show. I'm Georgette. Today we begin a conversation many of us were taught to avoid, especially across African communities, where mental health is often buried under silence. We push through, we survive, but we rarely ask what's the cost of always holding it in. So I'm going to tell you a story about a man I met in Africa a while back. His name is Buna. People in his town called him the drunk, the shame of his family. And one day, I sat beside him and gently asked, Buna, why do you drink? He looked at me and said, almost in disbelief, no one ever asked me that. I'm telling you, that moment never left me. Because sometimes what looks like weakness is actually unspoken pain. So I ask you, how many Booners do we know? How many Booners do you know at home, in our neighborhoods, in our lives? And are we judging or are we asking them the right questions? Are we helping? So this episode is the first part of a two-part journey. You will hear from doctors, from researchers, from students, from people from Kurmasar and communities in Dalalhel, Mozambique, Ivory Coast, Nigeria, Senegal, Colombia, America. These aren't just stories of illness. They're stories of care, silence, culture, and also hope. Bonjour, Professeur Tin. Bonjour Georgette, c'est un honneur pour nous de participer à cette émission. Bonjour, Soukaina. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau de Jolens. Bienvenue. Merci beaucoup, Georgette, de m'avoir appelée. Merci, je suis contente d'être ici. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous êtes, ce que vous faites? Alors, moi, je suis Isman Soukena Diop, je suis docteur en psychologie et psychologue clinicienne. Je suis enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop au département de psychologie. Je suis Jean-Augustin Diegantine, donc je suis psychiatre et spécialiste de santé publique. Et je suis professeur en santé publique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et j'assure le poste de chef de division au ministère de la Santé et de l'Action sociale, la division santé mentale. Sortine, est-ce que vous pouvez nous expliquer la définition de la santé mentale dans le contexte du Sénégal? La santé mentale, on l'assimile à la maladie mentale et pire même à la psychiatrie, alors que ça va au-delà. Donc, si on s'aligne à la définition de l'OMS, qui est une définition idéaliste, on peut dire que c'est un état de bien-être. Un état de bien-être dans lequel l'individu a la possibilité, il peut se réaliser. Ici, se réaliser, ça veut dire pouvoir accomplir quelque chose. Par exemple, on se fixe un objectif et qu'on puisse réaliser cet objectif. Surmonter les tensions normales de la vie, parce que la vie, elle n'est pas linéaire. On peut se réveiller le matin avec des soucis de santé ou bien une mauvaise nouvelle. Ça peut perturber notre équilibre psychique et nous donner une symptomatologie, aussi légère qu'elle soit. Accomplir un travail productif, être capable de subvenir au-delà de nos ambitions, mais de les concrétiser. Ce travail nous permet d'avoir un statut et ce travail nous garantit une stabilité économique.
Et la dernière partie de cette définition, elle est beaucoup plus globale, c'est de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, pour dire que la santé mentale, c'est une résultante de notre équilibre sur tous les aspects qui nous entourent. Quels sont les types de maladies mentales les plus fréquents et quelles peuvent être leurs origines dans une société comme le Sénégal? Selon l'OMS, la santé mentale peut être subdivisée en trois groupes. Il y a la santé mentale positive qui est relative au bien-être, à notre capacité à positiver, notre capacité à aller dans le développement psychique positif. Et il y a la deuxième partie qui est une partie intermédiaire, ce sont les détresses psychologiques. C'est aussi une partie où nous allons tester notre capacité à faire face aux réalités de la vie et à surmonter les événements de la vie. Par exemple, une détresse psychologique, ça peut être du stress qui s'est accumulé ou bien du stress aigu, mais qu'on va surmonter. Maintenant, la troisième partie, et c'est cette partie qui concerne votre question, c'est la partie des troubles psychiques. Les maladies mentales, troubles psychiques, c'est beaucoup plus large et cette notion qui est beaucoup plus anglo-saxon. Et nous, au niveau francophone, on préférait de dire que ces troubles psychiques, une bonne partie d'entre eux identifiés comme des maladies constituées. Maintenant, au Sénégal, on a eu des statistiques et une enquête qu'on a eu à mener, une enquête nationale sur la santé mentale en 2023, nous a permis d'avoir une première mesure de la santé mentale au Sénégal, qui était une mesure sur les 14 régions. Et on a eu une prévalence nationale de 7,8% des troubles mentaux. Et de cette prévalence, les maladies les plus fréquentes étaient les troubles anxio-dépressifs. On les a mis ensemble parce que la frontière est très, très limitée. C'est difficile souvent, s'ils ne sont pas des spécialistes, pour faire la distinction entre les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Donc, ensemble, ils représentaient 18,34%. Est-ce que aussi l'épilepsie fait partie de cette liste? L'épilepsie qui était déclarative durant cette enquête était de 11,24%, pour dire un peu l'importance de ces pathologies. Les troubles schizophréniques étaient de 7,69%. Entre autres, pour dire que ces maladies sont vraiment importantes dans l'architecture des pathologies. Soukaina, quelles sont, selon vous, selon votre expérience, les formes d'expression verbale ou comportementale de la détresse psychologique au niveau du Sénégal? Alors, bien entendu, c'est une question qui est très vaste et il y a multiples expressions de cette détresse. Je pense qu'il faut s'intéresser davantage aux causes et que ce sont les causes qui expliquent les expressions. Hem, Tout en premier lieu, on a une population qui est très jeune par rapport au nombre global de la société. On est peut-être 18 millions d'habitants avec un grand pourcentage, un très large pourcentage de population jeune et notre cadre social, culturel, politique ne n'a pas encore eu le temps de rattraper, la proportion jeune de la population et donc on a énormément de problématiques qui touchent les jeunes comme toutes les problématiques liées au conflit de génération, à la toxicomanie, aux difficultés d'adaptation, à la déshérence des jeunes, à la difficulté de communication et toutes ces problématiques créent des problématiques de santé mentale. Est-ce que vous observez des codes culturels ou des représentations qui s'écartent des modèles psychiatriques ou psychologiques occidentaux? Alors je pense que même à ce niveau-là, on est en complet, basculement, on a un vrai problème de navigation, que ce soit en Occident ou que ce soit dans le Sud global, parce que les sociétés changent et toutes se rejoignent à travers des prismes de pensée qui sont en fait des mondes, des micro-mondes qui sont par groupe de jeunes, par groupe de générations et nos jeunes de nos pays
sont, touchés par plus ou moins des problématiques qui sont similaires aux jeunes d'autres pays du sud global ou du nord global. Donc en fait, il n'y a plus cette dichotomie claire entre le monde du nord et le monde du sud parce que les 2 mondes voient la même chose, parce qu'il existe les réseaux sociaux et on voit tous les mêmes images. Les vraies problématiques qui existent, elles existent par rapport au tabou qui existe sur la santé mentale dans nos sociétés, et je parle en particulier de nos sociétés africaines. La santé mentale comme une, problématique de société généralisée où il s'agit d'une forme de prévention globale où tout le monde peut, présenter des situations de san se présenter comme, une personne qui peut vivre des situations de santé mentale difficiles, qui peut vivre du stress, qui peut vivre de l'angoisse. Ça, c'est une nouveauté dans nos sociétés africaines. Parce qu'il reste cette présentation de la santé comme quelque chose qui se rapproche de la solidité. Du fait de ne pas se plaindre, même si ça ne va pas. Du fait de supporter les situations, même si elles sont insupportables. Et donc, il y a cette véritable difficulté entre la réalité de ce que les gens vivent et ce qu'ils voient dans leur environnement et ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et qui rend leur vie plus difficile et pour lesquels ils auraient besoin de prévention, de soutien et cette offre n'est pas ne répond pas à la demande. Et professeur Tin, comment les normes sociales et familiales dominantes, telles que les pressions liées aux cérémonies sociales, aussi au paraître, aux attentes de réussite familiale, le système éducatif aussi, qui est très, très compétitif. Donc, comment tout cela influence la santé mentale? C'est pas une société facile à stabiliser. Je le dirais comme ça parce qu'on a des valeurs fortes, des valeurs culturelles. Mais ces valeurs sont ambivalentes. Autant une valeur peut être positive pour une situation donnée, autant elle peut avoir des effets indésirables, je le dirais comme ça, effets indésirables pour ne pas trop choquer vos auditeurs. Mais prenons l'exemple, les violences conjugales. On va dire que kuy sëy day muñ, c'est-à-dire dans la communauté, voilà, le mariage a des règles. Si tu acceptes de te marier, si tu veux avoir. Et on va te mettre tellement de conditions. Si tu veux avoir des enfants qui demain seront des autorités, il faut que nga muñ. Si tu veux faire tant. Et ça ouvre maintenant des voies à plusieurs acceptations. Ça crée ce qu'on appelle une résilience silencieuse. Une personne va assimiler sa capacité de gérer son traumatisme psychique, sa douleur psychique, à une réussite, que ce soit une réussite actuelle ou future. Et ça peut aller, la douleur ne peut pas être silencieuse. Et Soukena, puisque vous travaillez avec les groupes vulnérables, donc nous avons la violence que vous avez énumérée tout à l'heure, comment la souffrance psychique des femmes est-elle perçue dans la société sénégalaise? Est-elle reconnue, banalisée ou stigmatisée? Eh bien, je dirais ça, c'est une question assez triste parce que malgré tous les efforts, il reste toujours une représentation de la féminité et du rôle de la femme comme une souffrance. C'est-à-dire, être femme et être mariée, c'est dur. Ça, c'est une chose qu'on répète, c'est un standard et tout le monde doit le supporter, c'est dur. Ça doit être une difficulté. Ça doit être vécu comme une difficulté et donc si on vit une difficulté, on ne doit pas s'inquiéter parce que c'est normal, en fait. Ça fait partie du de la vie d'une personne, d'une femme et donc et c'est intéressant, en fait, à voir parce qu'en psychologie, ça a été beaucoup observé ça, en particulier en psychologie sociale et ça, c'est curieusement partout dans le monde. Vous voyez, ils ont fait des recherches sur des, bébés, je pense que c'était en Allemagne, où ils ont fait des recherches en Allemagne et en France, dans certains pays d'Asie, peut-être en Inde et aussi en Afrique, je pense dans 2 pays différents et ils ont fait des recherches où ils ont montré que, lorsque les parents, avaient des bébés de sexe féminin et de sexe masculin, le temps qu'ont laissé les bébés pleurer avant de les prendre,
étaient différents. C'est-à-dire que les bébés garçons, on les laissait jamais pleurer. Il fallait vite les prendre parce que, ils étaient énervés, il fallait vite les prendre et chaque fois les parents trouvaient une excuse. Ils disaient: «Ah c'est parce qu'il doit avoir quelque chose, c'est pour ça qu'il pleure». Et lorsque le bébé c'était une fille, on le laissait pleurer. On le laissait pleurer un temps. On disait: «Ah elle va apprendre quand même, il faut qu'elle se calme, il faut qu'elle accepte, ça va être comme ça, la vie, il faut elle a qu'à s'adapter». Et ça, c'est international. Ça veut dire que la représentation d'une femme depuis la naissance, c'est, hem, de supporter. Et il y a un livre de littérature qui s'appelle Les Impatientes, qui a été fait par, Djaïli Amadou Amal au Cameroun, qui s'appelle, qui travaille sur le Munyagol, Mougne, le concept de Mougne qui est bien répandu en Afrique, de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale et elle a fait un parallèle avec ce point-là. Elle a dit que en fait, depuis la naissance, on apprend depuis le bébé à une petite fille que no Mougne. Ça fait partie du rôle, en fait et c'est une présence, comme ça, c'est obligé et donc dans ce statut-là, en fait, même au niveau des émotions, de la représentation, il faut supporter. Donc quelque part, par rapport à la santé mentale, quand on prend ce concept et qu'on le transpose dans la santé mentale, ça veut dire que même quand on sent qu'on ressent une souffrance psychique importante, même ça, il faut le supporter. Et donc, même les personnes, lorsqu'elles se retrouvent dans des situations de détresse psychologique, elles-mêmes, elles vont attendre jusqu'à n'en plus pouvoir pour pouvoir aller demander de l'aide. Et lorsqu'on a dit tout à l'heure de savoir quand c'est le moment de demander de l'aide, en fait, c'est ce stigma qu'il faut briser de la base et de dire aux personnes: «N'attends pas que ce soit insupportable. Dès que on sent que c'est difficile, il faut avoir la possibilité de demander de l'aide». Et le problème, c'est que c'est toute la société qui fonctionne de cette manière. C'est-à-dire que quand la personne va demander de l'aide, on va lui dire: «Mais attends, arrête de te plaindre, il faut supporter». Et donc elle va plus demander de l'aide parce qu'elle va dire oh, on va lui dire, que c'est ça et donc et ça c'est ça le vrai problème de communication qu'on a. C'est que même quand on va chercher de l'aide et qu'on va chercher de l'aide auprès de personnes dont on pense elles pourront nous aider parce que ce sont des proches, ces personnes-là, en fait, n'ont pas forcément la représentation, tout de suite ou la compréhension de la dimension du problème. Et la plupart du temps, lorsqu'on a fait face à énormément de situations de suicide cette année au Sénégal, parmi la communauté étudiante, parmi les jeunes, parmi les personnes les plus vulnérables et à chaque fois, il y a eu des difficultés du type: «On ne savait pas qu'elle était aussi en difficulté, on n'avait pas compris que c'était aussi grave, on ne savait pas qu'elle en était arrivée là». Parce que à chaque fois que la personne, elle montre des difficultés, on lui dit: «Ah, mognole». Et ça, c'est une réalité que les personnes vivent parce qu'à la fin, moi, je reçois beaucoup de personnes qui disent: «Je vais même pas en parler aux gens parce qu'ils vont me dire, mognole». Alors c'est pas j'aurais l'impression de me plaindre et j'aurais l'impression qu'ils n'ont pas envie d'écouter ce que j'ai à dire et donc je préfère ne rien dire. Et ça, je pense que avant d'arriver dans tout ce qui est dimension de pathologie avec symptômes, la souffrance psychique, ça suffit à être un signal d'alarme, je pense. In Wolof, Mun means to endure, a value deeply tied to strength across many African communities. But as scholars like Abdoulaye Bara Diop and Fatou Sow show, it also teaches silence, especially for women and the vulnerable. This endurance becomes a quiet burden. Philosopher Suleiman Bashir Jang frames it as moral intelligence, but even dignity can mask suffering. Are we really choosing silence, or have we simply been taught to? D'après les résultats qui étaient en 2023, euh, vous avez quelque chose comme 11,24% pour l'épilepsie. Comment se fait les diagnostics? Le diagnostic de ces troubles, nous pourrions l'expliquer en utilisant la pyramide sanitaire. Le Sénégal est passé d'une prise en charge psychiatrique qui était centralisée à une prise en centralisée pour dire que c'était dans les hôpitaux. On avait des structures psychiatriques, des spécialistes,
Et en travaillant sur la décentralisation, on a pu organiser une prise en charge de proximité. On a l'intégration de cette prise en charge dans les soins de santé primaire. Si on est au niveau hospitalier, ce diagnostic se base sur des personnels de santé spécialisés. On a les psychiatres, globalement, qui font ce diagnostic, assistés par des psychothérapeutes qui sont aussi formés, qui peuvent les accompagner. Et ces diagnostics ils vont utiliser des classifications comme la classification internationale des maladies, 11e édition, qui est la principale utilisée, et certains collègues vont utiliser aussi le DSM-5. Maintenant, quand on descend au niveau intermédiaire, nous avons des médecins généralistes qui sont formés, qui ont eu à avoir une capacitation à la reconnaissance des maladies psychiatriques courantes et ils ont des algorithmes qu'ils utilisent, des ordinogrammes de diagnostic. Et au niveau maintenant inférieur, nous avons des infirmiers qui peuvent reconnaître et orienter les, les malades. Merci, Monsieur T. Est-ce que vous pouvez revenir sur le dispositif existant quand il s'agit des infrastructures? Si dans l'infrastructure, je vais mettre les établissements euh, qui sont disponibles, au Sénégal, du haut vers le bas, on a un hôpital spécialisé, un hôpital psychiatrique, c'est l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, qui offre des services diversifiés, mais aussi qui est chargé de gérer les cas graves, les cas d'internement. Dans cet hôpital, nous avons des services diversifiés, on a un service d'addictologie, des services de pédopsychiatrie, etc. Après cet hôpital, nous avons les services de psychiatrie. Les services de psychiatrie, le premier service qui est la mère de tous les établissements, c'était le service psychiatrique de Fann, qui a été vraiment à la base de la formation des psychiatres du Sénégal, de l'Afrique même francophone, je dirais. Et dans ce service, il y a une pluralité d'offres que l'addictologie, la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Après, en deçà de ce dispositif, on a d'autres services psychiatriques. C'est à l'hôpital principal de Dakar, avec les militaires, qui ont constitué un bon pôle de psychiatrie militaire, des spécialistes aussi, psychiatres qui sont formés. Nous avons d'autres services dans d'autres hôpitaux aussi qui offrent, on a à Louga, nous avons à Saint-Louis, etc. Et en deçà de ces services, nous avons les centres de santé mentale ou centres psychiatriques. Ce sont des centres de santé de niveau 2, des centres de santé spécialisés en psychiatrie et qui offrent des prestations psychiatriques, mais avec une approche communautaire. Et il y a des centres de santé mentale privés à but non lucratif avec les frères de Saint-Jean-de-Dieu qu'on a appelés les Dalal Khel. Dalal Khel Thiès, Dalal Khel Fatick. Je vois qu'il y a beaucoup de services concentrés sur la santé mentale. À votre avis, est-ce que ces services sont accessibles à la population? Accessible, non. Je dirais non, parce qu'au Sénégal, il y a des poches vides, hein. Il y a des zones qui sont désertiques. Prenons zone nord, au niveau de Matam, Matam, Podor, toute cette zone en descendant, allant vers les régions du nord, les zones du nord de la région de Tambacounda. Toute cette zone est assez vide et ils se rabattent généralement sur la région sur le service de psychiatrie de Saint-Louis ou de Louga. Donc, il y a des zones vides. Mais dans ces zones, nous avons pu contacter et avoir des points focaux qui sont des acteurs communautaires qui peuvent intervenir. Et ce qui est important de dire, c'est que les acteurs communautaires qui existaient auparavant, les Badianougor, les relais, sont aussi impliqués dans l'accompagnement de ces populations. Et la majeure partie de nos activités promotionnelles sont portées par ces acteurs communautaires, c'est-à-dire les Badianougor qui vont travailler sur la santé reproductive
on va leur donner des modules de santé mentale qu'ils pourront déployer en même temps. Ils pourront reconnaître, par exemple, une femme qui fait une dépression du postpartum. Ces Badjanogor, elles auront la capacité de voir le changement de comportement et d'alerter le personnel de soins qui est sur place. Soukena, remarquez-vous des différences dans les représentations, approches, itinéraires et dispositifs de prise en charge de la santé mentale entre les contextes urbains, par exemple à Dakar, nous savons que c'est différent, et ruraux? Alors, malheureusement pour la enfin, c'est une réalité qui est très triste. Dakar est plus ou moins desservi correctement, si on doit regarder en termes de proportions et les régions sont excessivement, mal desservies. Hem, il y a des environnements où on a enfin, je veux dire, dans la majorité des régions, il y a pas de psychologue et encore, si jamais les personnes ont accès à un psychiatre, cette personne est débordée avec une demande qu'elle ne peut pas, forcément, prendre le temps comme elle le voudrait de servir. Je sais que les personnes à l'intérieur des régions sont surchargées. Même pour eux-mêmes, c'est pas des conditions de santé mentale pour travailler. Policies are important, but they don't hug a grieving mother or check in on an exhausted student. In places where system falls short, culture fills the gap. Caregivers, often women, carry emotional weight few acknowledge. Communities become the front line and actors like local leaders or faith networks must be equipped and empowered. Real care needs people close enough to understand and also trained enough to respond. C'est Ibrahim Sek, je suis président et fondateur d'une organisation qui s'appelle Diapolente Axel Help and Clean Mind. Bon, l'association œuvre du côté de la santé mentale, des malades mentaux, SDF, enfants de la rue et familles démunies. Help and Clean Mind. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette structure? C'est ma formation, quoi, parce qu'en étant de bas âge, on nous a amené au Dara. Parce que, comme vous le savez, moi, je suis villageois, je viens de Ngaïdiawar. Ngaïdiawar, donc, c'est un village après dans la région de Louga, et on m'a amené à Ngumba Ngeoul. Ngumba Ngeoul, peut-être, c'est le nom du village qui est le plus, tu vois. En fait, après, à Ngumba Ngeoul, de bas âge, on apprend le Coran. Parce que chez nous, avant d'entrer à l'école, il faut que tu apprennes le Coran. Donc, après le Coran, c'est ma grand-mère qui m'a éduqué, franchement parlant. Donc, en fait, c'est peut-être cet aspect d'humanité, tu vois, qu'on partage dans les Dara, étant aussi un pur produit du Dara. Donc, c'est qui m'a poussé à essayer d'aider, quoi, franchement, le maximum. À part l'architecture, c'est ma passion. Et je plaide que pour ça. Les amis internautes, ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar franchement bon comme ni nga ko gisee rek le frère qu'on avait ramassé dans la rue donc di ko jàppale taxawu ko ba wax dëgg fa yàlla yóbbu ko hôpital ba mu tane laa nag ñu indi ko tey nii franchement su sunu kër pour au moins buñ fi fanaanee bu ñu xëyee ñu mën a dem en fait l'accompagner jusqu'à la famille c'est ça quoi donc ñu ngi lay nuyu di la ziar noo tudd yow. Man Bilal la tudd Bilal. Bilal nan. Fall. Bilal Fall fan nga jóge fan mooy cosaan yow. Man Fouta laa jógee. Fouta nga jógee. waaw ci faay mais Bilal yow depuis combien de temps ngay fan nga doon nekk année yii yëpp fan. man fii biir Dakar laa nekkoon. fan nga doon fanaan. si mbedd mi rek. si mbedd mi nga doon fanaan. mbedd Almadies war de. fu am sécurité la rek laa daan fanaan. foofu nga doon fanaan. waaw oh là. ginnaaw police wala gendarme wala foofu rek laa daan fanaan. mais Bilal lu tax nga tàmmoon ginnaaw police wala gendarme. non dama ragal rek fanaan si mbedd yi. voilà. ok est-ce que avant loolu di la dal ngay fanaan ci mbedd mi est-ce que yow en fait xamoon nga ci lan nga nekkoon.
ba mujj la ba mujjee foofu qu'est-ce qui s'est passé lu xew. pourtant xamoon naa lu lan la ci lan la nekkoon sax ndax liggéey ma taxoon jóg daawoon ñëwoon si sama benn grand fekkee alors que instant boobu mënu ma woon jël dem di wuti liggéey feneen si chantier yi et puis si lavage bi loolu moo tax sax. après nga nekk si moo la poussé ba nga nekk si mbedd yi quoi. waaw moo gën a poussé ba mu nekk si mbedd mi. ok yow naka nga yëg ni yow sa yaram neexul naka nga yëgee ni yow mii kat soxla nga ndimbal nga ko yëgee quoi na nga dem ba santé yow mii kat franchement parlant xaw nga feebar en fait comprendre nga am nga comprendre naka nga ko yëgee. man dama dem ba toll benn situation bu la xamante ne dama sës daal foofu laa dama sës mënatuma delluwaat mënatuma avancer tamit loolu moo tax ma wuti ma xam ne carrément fi moom ndimbal rek moom fi mun a génnee. mais est-ce que ndimbal loolu est-ce que jëm ngaa uti ndimbal est-ce que jëm nga ko sàkku quoi pour ñu jàppale la. non jëm naa tax Dakar yëpp daanaka may nañ ma xaalis ñëpp Dakar yëpp. xaalis ay weccit nga nekk si mbedd yi. may nañ ma weccit Dakar yëpp. yow laa ko amee yow donc yaa moom jàppale pour yóbbu ma hôpital et puis fajo macha allah. mais Bilal yow ñaataat nga def si Dakar. man Dakar maximum ay 1 an 2 ans 3 ans presque laa fi def. 3 ans. c'est vrai. mais 3 ans bëri na Bilal donc en fait depuis tout ce temps yaa ngi woon fii après ñu yóbbu hôpital yàlla def ñu faj la ba instant bi nga nekk ni mais non loo gis sa yaram instant bi tane nga. non tane na macha allah sama yaram macha allah kay. kon nu mu ko waxee rek yow ma ni la béyte gàddu soga. ok am benn problème léegi Bilal man en fait comme yàlla def na ñu toppatoo la nga dem hôpital ba génn instant bi nii il faut que tamit liggéey bi am réinsertion mooy foog ñu gunge la ba nga àgg. lu jooy ndeysaan lu jooy la ilaha illallah la ilaha illallah ñu dem bu ñu yaakaar kii noppalun kii maanaam nekkutuñ ci àdduna bi dundutul mais ñaataat ngeen ko gëj moom parce que mot na ñetti at bu mu demee ñetti at dem na gisuñu ko dem nañu fii ba Dakar dégg nañu am na mu ngi dugg ci biis yi di dem di ñëwaat gars yi jógaat fi benn nijaayam dem Dakar di loué ay clando di dem di ko wëri gisuñu ko dem ba nga xamante ni naan kii moom maanaam kii perte na kii deena ñu dem ñu toogaat ndeysaan ñu jàpp si yàlla kenn waxtul waxam ñi continuer di liggéey jékki-jékki rek yow nga feeñu kon yow am nañu sa fay yow moom Monsieur Seck, est-ce que vous faites un suivi? On travaille sur la réinsertion familiale. Sur la réinsertion familiale, le sujet dont je vous parle là, on aimerait, franchement parlant, l'accompagner, tu vois, à faire en fait une activité lucrative ou bien une activité qui pourra l'aider à rester chez sa famille. Parmi les patients que vous avez aidés depuis que vous avez commencé votre structure, quelle est la catégorie qui est plus touchée? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des femmes? Je peux dire que les femmes vulnérables sont tout le temps victimes de grossesse, tu vois. Ça fait partie des sujets qui nous touchent le plus, tu vois. En fait, des femmes qu'on trouve à des états de grossesse vraiment avancés. Donc, sur ce, c'est la majeure partie de la catégorie des femmes enceintes. Et quelles sont vos recommandations aux décideurs publics pour améliorer la prise en charge communautaire de la santé mentale? En fait, c'est de faire casser le tabou pour que la population sénégalaise accepte que la santé mentale, ce n'est pas une maladie contagieuse. De deux aussi, le gouvernement doit construire des centres d'accueil et augmenter les spécialistes en santé mentale. L'appui communautaire, il est excellent et moi je vois que c'est efficace. Il doit y mettre les moyens. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au Sénégal et il y a des institutions, il y a des spécialistes et il y a les communautaires comme vous qui sont en train de travailler là-dessus. Peut-être nous, on constate ceux qui sont dans les rues, mais dans les maisons, il y en a qui souffrent en silence. Et on doit en parler, on doit leur donner la voix, on doit leur dire que vous n'êtes pas seul.
C'est ça la plaidoirie de la santé mentale. Et ça concerne tous. La santé mentale concerne tous. En tout cas, merci Ibrahima pour le beau travail que vous êtes en train de faire au niveau du Sénégal. Bilal didn't say much, but the silence said everything. His journey into mental distress began with sacrifice, trying to support his family. They too suffered quietly. Ibrahima, the man who took him in, didn't need a diagnosis. He acted because sometimes the most powerful help is just being there. But of course, recovery takes more than rescue. It needs understanding, follow-up, and sustained care. Soukaina, pouvez-vous nous éclairer sur les conditions socio-familiales susceptibles d'avoir conduit à cette situation en général? La véritable difficulté dans certains cas, c'est que parfois, il y a un diagnostic à poser et on ne le pose pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines pathologies qui entraînent chez la personne la présence ou la situation de voyage pathologique. C'est-à-dire que la personne, à des moments, elle disparaît de chez elle, elle part quelque part et elle se retrouve dans ce qu'on appelle en psychopathologie un voyage pathologique. C'est-à-dire la personne part et se retrouve en errance. Et dans cette errance, il y a un mouvement de régression. C'est-à-dire qu'elle va être dans un mouvement où elle perd sa capacité à s'exprimer, à comprendre, à réfléchir, à parler, à tout ce qu'elle aurait appris comme moyen pour pouvoir se mouvoir dans la société, elle régresse sur ces points-là. Et donc, elle peut moins communiquer, elle peut moins s'organiser, elle peut moins s'orienter. Et donc, elle peut moins même prendre soin d'elle physiquement. Et donc, son état physique va se dégrader. Elle va se retrouver à être sale, en difficulté, incapable de se nourrir ou de s'organiser. Et donc, cette personne, lorsqu'on va la retrouver, on ne pourra pas imaginer qu'elle est venue d'un environnement de vie classique. Et donc, pendant ce voyage, la personne se retrouve dans des pertes de repères. Et souvent, dans ce contexte, ce voyage pathologique, il y a des symptômes de psychopathologie qui sont comme des hallucinations, un délire, ou alors et un délire, c'est un scénario où la personne s'imagine un scénario particulier. Le délire peut prendre toutes les formes, et que ça peut être un délire de persécution, un délire paranoïaque, un délire érotomaniaque. Ça peut être toutes sortes de délires. De persécution, ça veut dire que la personne va avoir l'impression que quelqu'un lui veut du mal. Ça peut être un délire mystique où elle a l'impression qu'il y a une situation mystique qui explique, à part des signaux ou des symboles ésotériques, une situation. Et ça peut aussi être un délire de grandeur où elle est l'envoyée suprême d'une situation et c'est à elle de sauver quelque chose. Et donc, tout ça, ce sont des exemples de délire. Ça peut être n'importe lequel d'entre eux et ils sont illimités dans le terme de scénario. C'est possible. Et donc, le contexte là fait que la personne, elle est sûre de quelque chose. Et donc, dans son environnement et dans sa situation, en fait, parfois, il se peut qu'elle soit partie de chez elle du fait de ce délire, parce qu'elle considérait que les autres personnes ou les autres personnes ne pouvaient pas le comprendre et ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait et ne pouvaient pas suivre ce délire. Et donc, elle est partie en quête de la réalisation ou de la fuite par rapport à ce délire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, pendant le voyage pathologique, il y a tout ce qui peut arriver avec. Par exemple, la personne peut être victime de violences, d'abus. Il y a plusieurs situations de voyage pathologique qui touchent des sujets féminins où elles reviennent avec des grossesses. Donc, on sait qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est parce qu'il y a une grossesse qu'on découvre que la personne a été violée pendant le voyage pathologique. Donc, en fait, ces choses-là, ces situations entraînent des traumatismes supplémentaires. Et donc, en fait, le traumatisme supplémentaire peut ajouter des symptômes comme la peur, le mutisme, l'état de stress post-traumatique qui s'ajoute sur la situation qui a fait partir la personne. Et donc, quand on retrouve cette personne qui a vécu toutes ces violences et qui, en plus, n'a pas été dans un état de pouvoir se défendre, il y a tout un travail à faire pour aider cette personne déjà à pouvoir reprendre une forme de logique, de sens, d'expression.
Parce qu'en fait, il faut comprendre que le psychisme, c'est un appareil assez fragile, mais qui fonctionne en termes de flexibilité, mais que quand la charge émotionnelle et que la violence de l'incident dans lequel on se retrouve ou d'incident qu'on traverse arrive face à cette structure qui est assez fragile, cette l'incident peut bouleverser ça et on peut se retrouver dans une réalité alternative. C'est-à-dire que la personne peut être tellement fortement perturbée par la violence de ce qu'elle vient de vivre, qu'elle peut perdre complètement le sens de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc plus la personne a été victime de violences, plus elle a été victime de choses douloureuses, plus elle peut avoir encore plus de mal à revenir à ses sens, son souvenir de où elle a quitté, qui était sa famille, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est allée en premier, en deuxième, en troisième. Et donc c'est d'autant plus difficile pour la personne de se souvenir et de retrouver et de retracer son itinéraire. Et donc dans ce contexte de reconstruction, déjà pour faire confiance à une nouvelle personne qui vient pour aider, c'est déjà difficile pour une personne qui a vécu, dans la défiance. Donc la réintégration, c'est possible, je pense, si jamais toutes les pièces du puzzle sont réunies. C'est-à-dire qu'il y a, un travailleur social qui vient à domicile en visite régulière pour vérifier que, il y a des éclaircissements à faire et que la personne est sous traitement et qu'elle arrive à prendre son traitement. Il y a besoin d'une assurance santé qui prenne en charge ce fameux traitement parce que les médicaments de santé mentale sont excessivement chers. C'est-à-dire que moi qui suis fonctionnaire plutôt bien payée, si je devais être atteinte d'une maladie de santé mentale, il y a plein de choses dans ma vie que je devrais supprimer de mon budget. Moi. Alors imaginez quelqu'un qui n'a pas forcément un travail stable. Ce sont des médicaments qui sont excessivement chers. Par rapport au coût de la vie dans nos pays du Sud, les médicaments ne sont pas forcément, subventionnés et beaucoup de gens travaillent dans l'informel, donc n'ont pas accès à des assurances santé. Donc je pense que si jamais on doit imaginer ou visualiser une forme de réintégration, de reconstruction familiale, ça vient déjà avec, de la thérapie familiale, heu le travail des agents communautaires, les travailleurs sociaux pour faire les visites à domicile, une prise en charge en ambulatoire pour que la personne puisse avoir accès à un suivi, mais que tout ce package de soins soit pris en charge. In high context cultures like many in Africa, meaning is shared through silence, routine, and nonverbal cues. But global mental health systems are usually shaped by low context, Western models, where everything must be spoken, documented, named. And that mismatch creates confusion. If we look at traditional healers, we'll see that they may not diagnose, but they often offer deep meaning and connection. That's care too. Bonjour Monsieur Ba, c'est un plaisir de vous recevoir. Je m'appelle Djibril Ba. Je suis le responsable de l'hôpital traditionnel de Kermassar depuis bientôt 10 ans. Monsieur Ba, pouvez-vous nous dire comment l'hôpital traditionnel de Kermassar a évolué depuis sa création? Disons que l'hôpital traditionnel de Kermassar s'est installé sur ces terres de Kermassar en 1980. Au début, c'était un modeste un centre expérimental des recherches qui ont été menées à l'Université de Dakar là-bas par la fondatrice, le professeur Yvette Pares, qui dirigeait à l'Université de Dakar le centre de recherche biologique sur la lèpre. Donc, si je comprends bien, vous avez commencé avec la lèpre et après, il y a eu une évolution. Maintenant, quel genre d'infrastructure vous avez à l'hôpital? Disons qu'ici, nous avons des salles de consultation, nous avons juste un labo. Mais si vous voulez, ici, cet hôpital a essayé de reconstruire ce qu'on appelle un circuit du médicament, qui part de la récolte de la plante et même le jardinage de la plante, la culture de la plante, la récolte,
son traitement, la préparation des médicaments, la consultation et la pharmacie, c'est-à-dire payer des médicaments pour donner ça aux patients qui viennent présentant différentes affections. Nous avons lu sur votre site internet, le site de l'hôpital, que vous pouvez aussi prendre en charge la santé mentale en vous appuyant sur la médecine traditionnelle africaine. Même en cas de santé mentale, quand la personne nous vient perturber autre chose, nous essayons d'identifier la cause. Parce que c'est très facile de parler de santé mentale, mais souvent ça peut être un problème d'oxygénation du cerveau. Est-ce que vous avez des patients qui souffrent d'épilepsie? Par rapport à l'épilepsie, comme on a pris en charge ici, moi je dis qu'il faut davantage mettre l'accent sur l'oxygénation du cerveau. Parce que ceux qui sont venus ici, on a senti, surtout chez les jeunes enfants, en général le problème était d'origine respiratoire. Donc au début on l'a su parce que ces maux de tête nous interpellaient après voilà avec toute l'équipe. Quand je les ai vus faire, et ce que j'en ai compris, c'est que quand ils ont réglé le problème de poumon, eh bien, tout a marché. Comment se déroule le diagnostic? La première chose, c'est déjà de l'apaiser déjà, de lui administrer le magnésium, lui faire marcher un peu dans la nature et revenir. On va lui faire maintenant, il y a 3 opérations qui se suivent selon ce que nous sentons par rapport au cas de la patient. Parce que chaque opération conditionne la suivante. Donc il y a d'abord l'inhalation, ensuite il y a la fumigation, ensuite les bains de pieds. Cette fumigation à vapeur chaude, c'est surtout nettoyer les poumons. Voilà, parce que ici nous accordons beaucoup d'importance aux poumons. Monsieur Ba, tout à l'heure, vous avez abordé un problème, une question très importante à mon avis, dans le cadre de la prise en charge de la santé mentale. Est-ce que vous collaborez avec la médecine moderne? Voilà, écoutez, je crois qu'il faut être très clair. Il n'y a pas de collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Elle n'existe pas au Sénégal. Pour la bonne et bonne simple raison que la médecine traditionnelle n'est pas reconnue au Sénégal. Vous voyez? Donc souvent les relations, elles sont personnelles, elles sont privées. Même si le ministère de la Santé a ce qu'on appelle, au début c'était une division de la médecine traditionnelle, maintenant c'est une cellule de la médecine traditionnelle. Ça n'a eu aucun impact sur l'évolution des choses. En tant que professionnel de la médecine traditionnelle, est-ce que vous pensez qu'il devait y avoir une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne quand il s'agit surtout de la santé mentale? Mais santé mentale ou santé en général, il va, non, je ne parle même pas de collaboration, mais comment un État peut-il laisser aussi une médecine traditionnelle prospérer sur son territoire, en dirige de ses citoyens, sans aucune sorte, sans aucune tentative de cerner le problème. Ça veut dire que là, dans ce pays, n'importe qui peut venir être praticien, faire ce qu'il veut. Et puis, les Chinois sont là, les autres ethnies sont là, voilà, les autres sont là. Et maintenant, quand il y a des problèmes, c'est nous, les praticiens sénégalais, nous, la médecine traditionnelle sénégalaise, nous payons les pots cassés. Alors qu'on laisse n'importe qui venir ici pratiquer la médecine traditionnelle. Et puis à des prix exorbitants. Je crois qu'un État se doit, en tant que c'est son devoir régalien, de gérer la sécurité des personnes et la santé en fait. Maintenant, sachant qu'il y a des problèmes et on essaie de se concentrer sur les solutions, à votre avis, comment peut-on changer les choses? Je crois que nous avons de grands médecins dans ce pays, nous avons de grands stratèges sur le plan au niveau de l'État. Donc voilà, il s'agit vraiment d'être sérieux dans ce qu'on fait, et puis voilà, au bénéfice des populations. C'est notre santé, c'est notre nature et c'est notre culture. Donc on est obligé de faire avec. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Healing at Kermusa lives in rituals, stories, and community. It's not about choosing old or new, it's just about honoring both. And ignoring traditional systems erases what people trust. Real inclusion means care that speaks,
the people's language and restores dignity. And that's what artists like Ali Beta do, turning pain into rhythm and silence into voice. Bonjour Ali Beta. Et bonjour à vous et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger. Donc, je suis un artiste pluridisciplinaire, donc de la musique très jeune au théâtre, du théâtre au cinéma et du cinéma à l'ouverture d'espace. Donc, je me définis vraiment comme un chercheur de sens, je me définis comme un troubadour. Et voilà, donc je suis un artiste pluridisciplinaire. Et ce qui m'inspire, c'est le pouvoir de la culture, parce que je suis de ceux qui pensent réellement que la culture, comme je dis souvent, est notre véritable arme de construction massive. Donc, comment est-ce qu'un acteur culturel qui a des études en sociologie, parce que j'ai un background en sociologie, arrive à lier ces différentes pratiques pour être un moteur de transformation sociale. Mais ce qui m'inspire vraiment, c'est les cosmogonies africaines, c'est les sagesses ancestrales, c'est les connaissances endogènes. Un sujet très important dont vous parlez dans votre art, les blessures invisibles et la souffrance intérieure. Quel regard porte aujourd'hui la société sénégalaise sur la santé mentale? Oui, donc je pense que ces traumatismes, ces problèmes de santé mentale, de plus en plus, à mon avis, la société le prend un peu plus en compte. De plus en plus. Ce n'est pas encore suffisant, mais quand même, il y a de plus en plus d'efforts dans ce sens-là. Parce que peut-être qu'il y avait des représentations sociales autour de ces maladies, qui sont des maladies qu'on ne dit pas comme ça. Et la notion de sutura, la notion de, tu vois, toutes ces notions de discrétion, de pudeur, je dirais plutôt pudeur, font que ce sont des maladies qu'on n'expose pas forcément au grand jour et que peut-être dans le monde moderne dans lequel nous vivons, ce qu'on appelle les itinéraires thérapeutiques, comment les gens vont gérer ces maladies-là, l'hôpital version occidentale, les psychologues, les psychiatres, les gens n'ont pas automatiquement d'une façon compris. Ils l'ont aussi jugé comme étant des choses de blanc, entre guillemets, parce que peut-être que nos sociétés traditionnelles avaient d'autres façons et d'autres méthodologies et d'autres façons de prendre en charge ces souffrances-là. Quand je donne l'exemple, moi je vis chez les Lébou, on parlait de NDEP, on parle de transthérapie, de toutes ces formes de thérapie collective, mais aussi des thérapies individuelles. D'accord? Mais là, je pense que la société fait un travail entre ce fossé entre tradition et modernité pour trouver des dispositifs adaptés. Et peut-être même la médecine occidentale gagnerait à peut-être regarder un peu plus ces formes de thérapie traditionnelle. Parce qu'il y a des choses, c'est psychique, il y a des choses, c'est un esprit, rauhan, rable, il y a différentes explications et représentations autour de ça. Mais je pense qu'on devrait prendre beaucoup plus de sérieux ces questions-là. Et je pense qu'il faut créer plus d'espace où on peut libérer la parole autour de ces maladies-là et on peut prendre en charge dans des dispositifs intégrant médecine moderne et médecine traditionnelle les types de soins adéquats. Quelque chose qu'on a abordé avec des spécialistes de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle aussi. Donc, je suis contente que vous l'abordez avec nous. Et une dernière question avant votre performance. Si vous deviez lancer un appel aux jeunes, aux autorités et aussi juste au grand public, quel serait votre message, surtout sur ce sujet qui est encore tabou, la santé mentale? Que diriez-vous? Oui, moi je dirais se guérir, c'est se nommer. Arriver à nommer les choses, c'est déjà une bonne partie pour guérir. Et il faut accepter qu'on a besoin de guérir, que ce soit le jeune qui est atteint de santé mentale, que ce soit le vieux, la femme, que ce soit la société en tant qu'un corps social qui doit aussi guérir de traumatismes issus de la colonisation, issus de l'esclavage, issus des situations actuelles de pauvreté, de familles, voilà, de familles disloquées, de plein de maux dont souffre notre société. Et troisième étape, se mettre dans un chemin de guérison. Et pour cela, mobiliser les différentes ressources qu'on a. Les ressources traditionnelles, les ressources endogènes, mais aussi les ressources qui nous viennent d'ailleurs. Et pour ce faire, il faut aller vers, il faut en parler, il faut se renseigner, il ne faut pas avoir honte, surtout quand on parle de santé mentale, parce que tout peut se guérir. Très pertinent. Merci beaucoup, Ali Beta. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Maintenant, avant de vous donner le micro, est-ce que vous pouvez nous parler de la musique que vous allez jouer? Oui, donc c'est un chant sérère qui s'appelle Wagam.
Wagam en sérère, ça veut dire je peux. Donc, je dis souvent, c'est un chant initiatique que quand les initiés sortent du bois, ils peuvent chanter parce qu'ils se sont transformés et ils savent maintenant qu'ils peuvent. Et c'est un message pour la jeunesse africaine. Je ne peux pas ne se dit pas, je peux. Je peux guérir, je peux me prendre en charge, je peux me libérer, je peux être ce que je veux. Donc, c'est vraiment un chant, une ode à la capacité, la possibilité de se prendre en charge et à l'autodétermination. Waga. Jema grava ogede Matna fane ke tarayobe Ojema yana mektere soti Fato fek la jema kano Fato fek ila jema luko Fato fek ila jema fika Waga me wakinani Waga L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les chemins qu'on lui indique. Mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera chasse. Sa seule urgence, c'est d'être à la hauteur de ses potentialités. Un très beau chant. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis au plaisir de partager encore. Music is more than melody. In Africa, it heals. Alberta's performance wasn't just sound, it was a message. In places where mental health is mystified, even hidden art speaks what families can't. That's how healing begins. Collective, creative, cultural. Hello, my name is Palmira Santos. I'm a clinical psychologist from Mozambique. Mental health in my country is still an issue. People are not that aware about this. Nowadays, even more after COVID, we started talking more about mental disorders, about depression, but the most severe mental disorders such as schizophrenia, bipolar disorders are pretty much associated with traditional beliefs, and it brings a lot of stigma around it. So there is a need to do a lot of awareness, improve people's knowledge about mental disorders so that we can reach the people who need this kind of support. In the more urban settings, we are talking about mental health more and more, but in peripheral areas, in rural areas, there is still a lot to do. So we need to make a lot more effort and
be all together for a better mental health services for the population. Thank you. In Nigeria, mental illness is often misunderstood, and a lot of people going through mental health challenges are not properly diagnosed. So many suffer without getting a proper diagnosis that can help them to get the proper help that they need. And the stigma surrounding mental illness is extremely high in this country. It's a country where we spiritualize mental illness and rather than see it as an health problem. Au Bénin, toutes les études montrent une forte prévalence des troubles mentaux ci-après, la dépression, les psychoses et les troubles anxieux. Les facteurs de risque comme la pauvreté, les violences de tout genre, la consommation de drogue et l'impact des réseaux sociaux sur la psychologie et les comportements des jeunes en constituent des facteurs favorisants. Par ailleurs, les troubles mentaux sont souvent perçus comme une possession démoniaque ou une malédiction entraînant isolement et discrimination. La santé mentale est souvent un sujet tabou, mal comprise et associée à la honte et à la peur, ce qui empêche les personnes de rechercher de l'aide et contribue à la marginalisation des personnes atteintes. En matière de défis à relever, il est essentiel que le Bénin investisse dans le développement de systèmes de santé mentale efficaces et accessibles en formant du personnel qualifié, en construisant des infrastructures appropriées et en luttant contre la stigmatisation. L'engagement des partenaires de la société civile est également crucial pour améliorer l'offre de services et l'accès aux soins, notamment en matière de troubles mentaux liés à la consommation de drogue. La santé mentale. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est logé à une mauvaise enseigne. Et justement, lorsqu'on en parle, nous pouvons donc constater que le pays fait face à beaucoup de défis. Très peu de centres spécialisés, il y en a très peu. Ensuite, nous avons très peu de spécialistes même dans ce domaine-là. Alors, l'autre chose, c'est que lorsque nous sommes au niveau des perceptions de la population, nous constatons que généralement tout ce qui relève de la santé mentale est considéré comme des problèmes liés à la honte. Dans le contexte donc africain et spécifiquement ivoirien, il y a une catégorisation qui est faite au niveau des maladies. Il y a des maladies considérées comme des maladies de la honte. Ce sont entre autres des pathologies comme le VIH-Sida, il y a eu même la COVID, et tout ce qui est lié à la santé mentale, et j'en passe. Voilà. Et ces maladies-là exposent justement les personnes ou les familles infectées et affectées à des problèmes de stigmatisation et de discrimination. Voilà l'un des problèmes. Et qui engendre à son tour une difficulté d'accès aux centres, n'est-ce pas, de santé, n'est-ce pas, dans le cas précis là, aux services spécialisés. Il y a des problèmes d'accès. Et parce que ces maladies-là sont considérées comme des maladies liées à un sort, donc il y a des considérations spirituelles qui interviennent dans l'analyse des perceptions des communautés vis-à-vis de ces maladies-là. Voilà. Et si c'est lié à un sort, ça veut dire qu'on suppose que l'individu ou sa famille, n'est-ce pas, ont commis des actes délictuels du point de vue culturel. Professeur Tin, tout à l'heure, vous avez parlé d'un vide de services dans certaines zones, comme par exemple le Nord. Si on prend ce contexte-là, est-ce que le Sénégal a une approche communautaire pour la prévention, mais aussi pour la détection précoce? Il y a une stratégie communautaire. On a au Sénégal un réseau, ce qu'on appelle le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale, ROPOSAM. Et ce réseau est dans les 14 régions. Bon, normalement, dans ce réseau, on devait avoir toutes les associations de santé mentale. Quand on dit santé mentale, c'est général. Il y a des associations qui luttent contre l'usage de drogue, des associations qui luttent contre l'errance des malades mentaux,
contre les violences sexuelles, contre les enfants avec des besoins spécifiques, comme les enfants autistes, contre les personnes qui ont un handicap intellectuel, etc., etc. Donc, il y a plusieurs groupes qui s'organisent et qui essaient de faire tant bien que mal des actions. Maintenant, ce réseau est structuré au niveau national, régional et dans les départements pour pouvoir accompagner le ministère de la Santé, accompagner ces groupes dans la formation. Donc, pourquoi on avait créé un label de pairs à l'écoute qui est même dans le PNDSS. Les pairs à l'écoute, ce sont des acteurs communautaires formés en santé mentale. Tout à l'heure, vous avez parlé des cas de suicide. Nous savons que suite à 3 cas de suicide de jeunes qui ont été signalés récemment, le Premier ministre a appelé à des réformes de la santé mentale. Quels facteurs socio-culturels, économiques et psychologiques expliquent leur recrudescence? Le suicide est un fléau. Hein? On dit souvent en psychiatrie, la mortalité est rare, mais la faiblesse de notre système, c'est le suicide. Le suicide, c'est un événement brusque qui est souvent silencieux, ou même pas silencieux, qu'on n'entend pas, ou bien qu'on néglige. Au lieu même d'entendre le cri de cœur de cette personne, on menace la personne. Parce que le suicide n'est pas connu ou n'est pas accepté. Et en plus de cela, le suicide est un phénomène qui est religieusement inacceptable. Je le dis comme ça parce que dans certaines religions, on vous dit que quand on se suicide, on va en enfer. Quand on se suicide, on ne vous enterre pas là où on enterre les autres. Vous n'êtes pas digne d'être enterré à côté des autres. Donc, des représentations pareilles font que les individus, ou bien les familles même, cachent le suicide. Bonjour, Mamadou Djem Gaye, doctorant en sociologie. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Gaye, pourquoi avez-vous décidé de faire une thèse sur un sujet comme la santé mentale? J'ai choisi de travailler sur la santé mentale et plus précisément sur la santé mentale des jeunes étudiants au Sénégal à partir d'une série d'observations. D'abord, le silence social et institutionnel autour de la santé mentale. Malgré la montée des souffrances physiques chez les jeunes, le sujet reste en fait un peu abordé dans l'espace public, dans les politiques aussi publiques et dans les programmes universitaires effectifs. J'ai noté aussi la fréquence des symptômes anxieux, dépressifs ou liés à des situations de stress chronique chez les étudiants, même si les chiffres officiels, d'une certaine manière, en effet, ne reflètent pas en fait l'ampleur de la souffrance vécue par les étudiants. Alors, les enjeux se situent à plusieurs niveaux aussi par rapport à ça. Au plan personnel, l'étudiant est confronté à un combat intérieur contre la dépression, l'anxiété, le désespoir. La pression familiale, souvent au Sénégal, nourrie par des espoirs de réussite et une vision idéalisée du succès académique, contribue la plupart du temps à davantage isoler l'étudiant dans ses épreuves, le laissant aussi d'une certaine manière fragile face à ses émotions. Au plan relationnel aussi, l'environnement universitaire lui-même apparaît comme un espace de tension. La recherche d'intégration sociale se heurte des fois à des réalités parfois hostiles. Le regard des pairs, la pression de se conformer à un modèle d'intégration sociale et des difficultés à établir des liens authentiques au sein du campus. Des fois, ce contexte accentue le sentiment de rejet. Mais pouvez-vous partager avec nos téléspectateurs quelques résultats préliminaires? Nous avons en fait ce recours, ce pluralisme en fait de recours thérapeutiques qu'on a observé chez les jeunes. Les jeunes n'ont pas seulement une manière de se soigner,
ça alterne en fait, que ce soit à l'hôpital de Fann pour voir un psychologue ou bien un psychiatre. Il y a d'autres recours en fait que les jeunes initient à travers voilà, leur besoin de se prendre en charge. Des fois c'est religieux avec des prières, des fois c'est traditionnel avec les marabouts ou bien les plantes médicinales. Et les jeunes interrogés évoquent souvent un manque d'informations, la cherté par exemple pour prendre rendez-vous chez un psychologue, mais surtout la peur d'être stigmatisé par leurs proches. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Merci beaucoup, madame. Et Soukaina, vous êtes très familière avec l'université Cheikh Anta Diop. Et tout à l'heure, vous avez parlé des cas de suicide. À votre avis, quels sont les troubles psychiques les plus fréquents au niveau même des étudiants? Alors, c'est une question très pertinente et je pense que, c'est une question vraiment d'actualité parce qu'on est vraiment en train de travailler sur cette question en ce moment au niveau de l'université. On a eu une année très difficile, qui a, causé, énormément de difficultés à beaucoup d'étudiants parce que nous avons eu notre problème au niveau universitaire, c'est que l'université, c'est très politisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation politique, elle altère forcément le rythme de l'université. Et donc, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu des élections, notre université a été fermée, les campus universitaires, les campus sociaux ont été fermés, les étudiants sont retournés chez eux, et ensuite, ou alors ils n'avaient pas accès à l'espace de cours, mais parfois les cours continuaient en ligne. Malheureusement, il n'y a pas forcément suffisamment de réseau partout dans le Sénégal pour pouvoir y accéder. Énormément parmi nos étudiants n'ont pas un espace de travail chez eux où ils peuvent se connecter, avoir du silence pour pouvoir répondre à une question de classe, suivre un cours en ligne. Donc je pense que la vie étudiante étant déjà stressante pour, tout un chacun, lorsqu'il y a ces éléments qui s'ajoutent comme l'inaptitude à avoir accès aux classes, aux cours, l'inaptitude à avoir une forme de constance dans la présentation de quand on fait des études. Je vais donner un exemple très simple. Si vous décidez que vous voulez aller faire des études, un master de je ne sais quoi ou une licence de je ne sais quoi dans un pays, vous avez besoin de savoir quand vous allez commencer, quand vous allez finir. D'accord? Juste pour avoir une idée plus ou moins de combien de temps vous vous investissez dans cette formation. Nous, on a un vrai problème à ce niveau-là, c'est que on dépend aussi du rythme politique du pays qui fait que, à chaque fois que, par exemple, on a des bouleversements dans le pays, on se met en arrêt, on attend et je comprends tout à fait cette situation dans le sens où on ne veut pas mettre en danger les étudiants et on ne peut pas dire: «Oui, mais on va aller complètement en ligne», alors qu'on n'a pas mis en place les structures. Donc, on a besoin de faire une pause, de mettre en place les structures, de donner à chacun la connexion internet qu'il faut, de la distribuer et donc dans ce cas-là, ça ralentit toute la formation et donc le planning ne peut pas être respecté et donc du coup, déjà les étudiants, ils sont baladés dans ce gap ils savent pas vraiment combien de temps ils sont là, pourquoi et certains d'entre eux, ils ont besoin d'avoir des revenus. Donc ils pouvaient se dire: «Les vacances, ça commence à tel moment et moi, à tel moment, je vais travailler là-bas et donc je vais gagner un peu d'argent pour aider ma famille, pour acheter telle, chose comme un ordinateur», par exemple. Mais ces genres de programmes-là ne sont pas faisables dans ce contexte et ça, c'est juste un exemple. On va en donner un autre. Hem, la représentation de l'identité des jeunes et de ce qu'un jeune est supposé être et là encore, un jeune, c'est supposé être quelqu'un qui a de l'ambition, qui peut s'insérer dans la société, qui peut faire ci ou ça. Quand on n'a pas l'impression de représenter un modèle cohérent avec ce système-là, on peut se sentir rapidement mis à l'écart. On peut se sentir rapidement moqué par les autres. Le harcèlement chez les jeunes, ça existe. Le bullying sur les réseaux sociaux existe. Ça, c'est une cause de détresse chez les étudiants. Et encore un troisième point pour un autre cas de suicide que nous avons eu, le stigma sur le comportement des gens. On a eu, il y a quelques mois, une personne qui a été victime de stigma, du regard d'autrui. Et dans ces contextes-là, par exemple, il s'agit de détresse importante que les personnes traversent et ils se retrouvent dans des situations de violence psychologique parce qu'on les moque, on les harcèle ou on leur veut du mal ou on leur parle mal et ça, c'est une souffrance. La société peut se montrer très agressive et donc quand on est jeune, qu'on est démuni, qu'on habite seul, hors de sa famille, dans un environnement où on n'a pas de soutien, c'est très dur de vivre ce type de violence-là. Donc les étudiants,
qui sont confrontés à cela, eh bien, ils sont moins capables, parce que ça reste des jeunes, les étudiants en général, c'est des jeunes, ils sont moins capables qu'une personne d'une quarantaine d'années de pouvoir avoir accès à un psychologue, décider de voyager, changer d'environnement, partir ailleurs. Ils ont moins cette agency de pouvoir choisir comment ils vont mettre en place des attitudes, des stratégies pour partir ailleurs. Ils ont moins de capacité d'organisation parce qu'ils dépendent de plusieurs facteurs et, et pour ça, ils ont besoin de rassembler des choses pour pouvoir s'organiser et faire des actions conséquentes pour leur vie. Et ça, ils n'en ont pas forcément les moyens. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a mis en place, en fait, on y travaille encore en ce moment parce que on travaille sur la communication de ce point. Avec le département de psychologie, on a mis en place un système d'écoute psychologique gratuite au coude. Alors, il se fait en partenariat avec le COUD parce que ça se passe dans les locaux de l'IPMS du COUD et c'est un service d'écoute psychologique qui est ouvert et qui offre des consultations de psychothérapie qui sont offertes par des psychologues. L'Association des psychologues du Sénégal compte plusieurs psychologues qui ont donné des plages horaires gratuites et qui se rendent disponibles à ces plages horaires pour pouvoir recevoir en consultation ces étudiants. Et donc ça, c'est une première mission. Sinon, il y a le club des étudiants en psychologie qui fait de la prévention et qui fait le relais d'information sur ces questions-là, qui font essayer de faire des événements pour mettre en place une forme de mouvement d'information et de prévention en santé mentale. Voilà. Vous avez une belle initiative là-bas. Donc, tous mes encouragements. Merci. A suicide is never just one story. It's a mirror reflecting what we avoid. Behind missed scholarships, fear of failure, or forced strength, failed exams, there are unspoken wounds. Prevention starts by listening, by offering safety, not judgment. Can faith play a role in that? Can it be a source of healing? That's the question. Soukaina, comment la foi peut influencer la manière dont une personne vit et gère sa souffrance mentale? Est-ce que la foi peut être une ressource d'aide ou peut-elle compliquer le recours aux soins? D'accord. Alors, c'est une question très importante que vous avez posée, très pertinente, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce domaine, beaucoup de recherches qui ont été faites. Alors, moi, je travaille dans le domaine de la maladie, des maladies gynécologiques et du cancer. Il a été prouvé que la spiritualité, et je veux dire la spiritualité en général, hein, est un facteur protecteur pour les personnes atteintes de maladies. C'est-à-dire, on a trouvé que les personnes, lorsqu'on leur faisait l'annonce de la maladie grave, celles qui avaient, qui s'accrochaient à la spiritualité, avaient plus tendance à se montrer optimistes face à la situation et à prendre une forme de motivation pour aller plus loin dans les soins et se sentir mieux par rapport aux soins. Et ça, c'est dans le versant positif. D'accord? Maintenant, dans l'autre versant, moins positif, on va pas dire négatif, mais on va dire moins positif. Dans le domaine de la santé mentale, moi, ce que je rencontre beaucoup dans le discours des personnes avec lesquelles je discute de ce point-là, c'est que parfois, la foi, c'est un sujet qui permet de ne pas aborder la santé mentale. C'est-à-dire que, par exemple, quand les personnes vont voir leurs proches et qu'elles disent « je me sens déprimée, je me sens mal », leurs parents vont leur dire « c'est parce que tu pries pas. Il faut prier ». C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément avoir l'écoute qu'ils attendent de la part de leurs parents. La prière, c'est une chose, certes, mais ils voudraient aussi pouvoir parler aux personnes. Ils ne voudraient pas juste s'asseoir et prier et puis ne pas pouvoir s'exprimer. On peut faire les deux, c'est possible. Mais en fait, ça peut être aussi une manière de switch off le sujet de la santé mentale, de se dire « ok, bon, donc c'est pas nécessaire de rentrer dans ce sujet ». Et donc les personnes, en fait, quand ils vont venir en psychothérapie, ils vont dire « je vais pas leur en parler parce que c'est ça qu'ils vont me dire et ça sert à rien de leur parler de ça parce que moi, je sais déjà que, je veux dire, si jamais je viens jusqu'à en parler avec vous,
C'est pas parce que j'ai envie d'entendre ça, en fait, c'est parce que j'ai envie d'entendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu voudrais m'en parler? Et puis d'avoir une conversation, d'être accepté avec ma douleur. La douleur, ça fait partie de la vie et on peut être accepté avec sa douleur psychique. Et on peut être accepté avec cette douleur et se guérir de cette douleur dans l'entraide. Mais la difficulté fait que dans notre société, les problèmes de santé mentale sont tabous et que cette réponse-là, elle renvoie au tabou. C'est-à-dire, si jamais on parle de ça, on se sent presque en train de dire quelque chose contre la religion. C'est-à-dire, si on nous dit c'est parce que tu pries pas, on se dit ah donc la personne elle sait que je prie pas. Donc ça devient tout de suite une forme de menace de ah il faut donc prier et ne pas poser de problème aux autres. Ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc dans ce versant-là, je pense qu'il y a encore une conversation à avoir au sujet du fait que il y a une chose de se sentir mal et qu'il y a autre chose qui est la religion et qu'on peut avoir les deux. On peut avoir la religion et on peut avoir la santé mentale et on n'est pas obligé que la santé mentale, ça passe par la religion. La religion n'est pas une condition pour avoir une santé mentale. On peut avoir les deux. In Senegal, groups like Dalal Hel are showing how faith and psychology can work together. Their approach blends spiritual grounding with psychosocial support. It's holistic and it's working. Merci. Bonjour, Madame Sow. Mais je suis très content. Je suis honoré par votre invitation. C'est le frère Léopold, de l'ordre hospitalier des frères de Saint-Jean du Sénégal. Moi, je suis le directeur du centre de santé mentale de Fatick. Quelle est la mission du centre Dalal Hel? De Fatick, c'est mon centre psychiatrique hospitalier. C'est les catégories gourdées au Sénégal. Parce que vous savez, les hôpitaux sont placés au niveau de niveau 3, ici, au Sénégal. Il y a les centres de santé, il y a les centres régionaux hospitaliers, il y a les centres, les CHI, les centres universitaires, et les hôpitaux de niveau qui sont à Dakar, qui sont vraiment au premier niveau. Mais Dalal Hel, son statut au Sénégal, c'est un centre hospitalier. Pas un centre régional, mais un centre hospitalier. C'est un centre psychiatrique hospitalier. Quel type de troubles psychiques, profils de patients sont les plus fréquemment rencontrés dans votre centre? Donc, les spécialités ici, c'est seulement les troubles psychiatriques. Ensuite, maintenant, le plus gros morceau, c'est la schizophrénie, le sommet des psychotiques, en tout cas, des malades psychotiques. Ceux qui ont la psychose, dès qu'ils arrivent à la schizophrénie, bon, là, c'est complexe. Mais aussi, au niveau des psychoses, on a toutes les formes de psychose, les névroses obsessionnelles, au niveau des névroses, je vous dis. Au niveau des névroses, il y a les névroses obsessionnelles, les névroses hystériques, les névroses d'angoisse, les névroses phobiques. Donc, ça sont des pathologies. Et le syndrome dépressif, bien sûr, qui est une symptomatologie chronique au niveau des névroses. Et nous, on se base toujours sur la classification du DSM-4, qui est une classification américaine. Ensuite, il y a l'INSERM, qui est une classification française. Ensuite, la CIM-10, qui est une classification de l'OMS. Donc, ce sont les trois nomenclatures, sont les trois dictionnaires qu'on utilise ici pour nos diagnostics en milieu hospitalier, au niveau de la psychiatrie. Donc, proprement parlé, nous, on ne s'occupe que des patients qui souffrent de troubles psychiatriques. Maintenant, il y a des pathologies, et certaines pathologies qui ne sont pas purement psychiatriques. Par exemple, l'épilepsie. Il y a des formes d'épilepsie qu'on suit ici. Il y a des cas qui ne sont pas, il y a des troubles de la personnalité, il y a des troubles plus ou moins qui ne sont pas proprement psychiques, mais peut-être psychologiques, qu'on suit en parallèle. Et on collabore aussi avec les structures du milieu par les références. Par exemple, quand on a des cas organiques et qu'ils présentent un tableau psychiatrique d'origine organique, on collabore avec les structures qui sont là. Par exemple, il y a la neurologie,
il y a la chirurgie, il y a d'autres spécifications, la radiologie, le laboratoire. Bonjour, Madame Catherine Bahoum. Bonjour, Madame Georgette. Bon, moi, c'est Catherine Bahoum et je vous dirais que le plaisir est partagé d'être parmi vous sur ce plateau aujourd'hui. Madame Bahoum, comment accompagnez-vous les patients et leurs familles dans leur démarche sociale et administrative liée à la santé mentale? Quels sont les principaux défis sociaux rencontrés par les patients et comment travaillez-vous en coordination avec d'autres acteurs pour y répondre? Ce que nous faisons ici au niveau du centre de santé mentale d'Alal El Fatick avec nos patients, que ce soit les patients qui sont venus juste pour des consultations et continuer de suivi à la maison, il y a aussi les patients qui sont hospitalisés, qui sont toujours là avec nous, à un durée déterminé. Ça peut être 1 mois ou plus d'1 mois. D'abord, ce que nous faisons, c'est un travail d'équipe. Il y a le médecin, il y a l'équipe soignante qui est là aussi. Après la consultation du médecin, moi étant assistante sociale, je prends le patient en entretien, je prends la famille en entretien pour voir d'abord le pourquoi ils sont là, le pourquoi ils ont amené le patient à l'hôpital psychiatrique. Il peut y avoir que le patient n'est pas conscient de sa présence au niveau du centre. Moi, étant assistant social, mon rôle, c'est d'accompagner ce patient à comprendre et à savoir le pourquoi il est dans un centre psychiatrique. Comment nous devons l'aider à surmonter cette situation et lui, l'accompagner à savoir après cette hospitalisation ou bien après cette consultation, ce qu'on attend de lui. Parce qu'il y a 2 choses que nous faisons. Il y a des patients qui sont consultés et ils rentrent à la maison avec la famille pour continuer le suivi. Il y a autre part aussi des patients qui sont hospitalisés. La plupart du temps, les autres patients, on les voit que les jours de leur rendez-vous ou bien parfois appelés pour prendre de leurs nouvelles. Mais si c'est avec les patients qui sont sur place, nous, on travaille beaucoup plus avec eux. Nous faisons des entretiens avec ces patients-là, des accompagnements thérapeutiques. Nous faisons des activités occupationnelles avec ces patients-là. Nous faisons parmi les activités occupationnelles, en collaboration avec l'ergothérapeute, nous faisons beaucoup d'activités. Il y a certaines activités, c'est purement ergothérapie, mais il y a certaines activités, comme moi, l'assistante sociale, c'est moi qui gère ces activités-là avec nos patients. Maintenant, c'est à travers ces activités et ces discussions-là que nous faisons avec eux, nous allons prendre les mesures. Étant assistante sociale, accompagner ce patient sur le plan social, accompagner ce patient sur le plan professionnel, accompagner ce patient aussi après l'hospitalisation sur sa réinsertion sociale. Parce que la plupart du temps, ce que nous voyons ici, c'est un peu difficile de le faire comprendre et de le faire accepter cette situation, c'est-à-dire la maladie dans laquelle ils sont en train d'évoluer. Merci beaucoup, Madame Bahoum. Merci beaucoup, Madame Georgette. Bonjour, chers amis. Moi, c'est Jean-Baptiste Saloussar. Je suis aide-infirmier, en plus responsable de l'ergothérapie du centre de santé mentale de l'enfer. Donc, moi, je suis là, je suis toujours avec les patients faire des activités artisanales, des activités ludiques et en plus aussi, des fois on fait des promenades avec les patients et des fois on fait des jardinages avec les patients aussi. Donc, comme l'a dit l'assistance sociale, en collaboration avec l'équipe médicale et l'assistante sociale. Donc, on fait beaucoup d'activités, que ce soit des groupes de parole, les pêches, ce qu'on appelle en Wolof pêche. Monsieur Sarr, Jean-Baptiste, quel est le rôle spécifique de l'ergothérapie dans l'accompagnement des personnes en souffrance psychique? Donc, ici, au niveau du centre, l'objectif de l'ergothérapie, c'est d'essayer de regrouper les patients, en plus faire quelque chose. Parce qu'on a l'habitude de dire que
les patients qui souffrent de troubles psychiques, ils ne peuvent rien faire. Et le début, le patient est hospitalisé. Première fois, quand vous l'appelez à vouloir faire des activités, il hésite. Il a des problèmes pour revenir. Mais une fois qu'il est arrivé, qu'il arrive dans la salle, il voit qu'il faut faire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, c'est de réintégrer les patients dans leur activité. En plus aussi, les faire leur montre avec leur autonomie, ce qu'il faut faire dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent ici qui sont isolés, qui ne sont pas toujours avec les gens, mais arrivé à l'hospitalisation, on essaie de les remettre, de les ramener dans le groupe. En plus aussi, on fait des activités de jardinage. Chaque semaine, on part au jardin deux fois par semaine, pour essayer de faire de bouger les patients pour faire des activités manuelles, arroser, voilà, ou bien faire d'autres choses quoi, dans le jardin. En plus aussi, et des fois, nous, on fait des promenades. On fait sortir les patients du centre de l'hospitalisation parce que les hospitaliers qui sont là dans les quartiers enfermés, ils ne sont pas. Et des fois, choisir les patients les plus stables et on les fait marcher 2 à 3 kilomètres en ville et puis on va retourner sans problème. Frère Léopold, quel message clé souhaitez-vous transmettre aux décideurs, bailleurs ou à la société en général sur les enjeux de santé mentale? Les structures de santé au Sénégal ne sont pas bien outillées. Et ce qui fait que la demande est forte au niveau des structures, notamment des centres d'Al-Khel, Fatick et Thiès. Nous tendons la main à l'État, mais on ne reçoit pas encore de feedback. La santé mentale, la direction de la santé mentale n'est pas très outillée puisqu'ils ne nous subventionnent pas. On ne reçoit pas de subvention de l'État. Donc, pour les bailleurs qui nous aident, il y a des années où c'était vraiment le milieu était favorable. Mais aujourd'hui, c'est trop faible. Il faudra financer le secteur de la santé mentale, surtout pour qu'on puisse faire face des consultations en santé publique pour les soins de santé primaire en santé publique. C'était un grand plaisir de recevoir votre équipe à Dalal Hel sur notre plateau. Merci pour votre temps. Dalal Hel is doing the work, but it can't carry the load alone. A serious commitment to mental health means better training, more funding, and multi-sector partnerships. Prevention isn't a luxury, it's a necessity. Il y a quand même beaucoup de travail à faire en termes de prévention. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est pas la maladie. La santé mentale, c'est en amont pour ne pas tomber malade. Donc tout ça, c'est ça le travail à faire. Mettre en place des canaux de communication, des canaux de prévention, des espaces de parole pour que les personnes aient un soutien avant de se retrouver dans des situations extrêmes. C'est-à-dire, si on doit regarder en termes de proportion dans une vie d'une personne, la personne a plein de moments où elle se sent mal, plein de moments où elle est en difficulté, mais elle n'est pas tout le temps malade. Donc, si on doit regarder la proportion de la maladie, l'hospitalisation dans la vie d'un être humain, en termes de proportion, il y a quand même beaucoup plus d'efforts à faire dans la prévention que dans le soin. Et je pense que c'est ça le véritable travail qui nous reste à faire. Et le problème, c'est que il y a énormément de déterminants de notre société qui sont réfractaires aux soins. C'est-à-dire qui renforcent la stigmatisation. Quand, par exemple, on dit « Ah, il faut supporter », quand une personne, par exemple, vit des violences chez elle et qu'on lui dit « Oui, mais c'est comme ça, il faut supporter », là, est-ce qu'on se rend compte réellement qu'on est en train de mettre la personne dans une situation de vulnérabilité physique, de vulnérabilité psychique et qu'on la conduit vers des problèmes
des problèmes de mal-être structurel et qu'on conduit ses enfants également dans des problèmes. C'est-à-dire qu'elle-même, elle va être victime de situations qui la rendent plus vulnérable, qui l'ébranlent psychiquement, qui la mettent en souffrance psychique. Mais ces enfants qui sont en train d'être élevés dans un climat de tension sont aussi propices à des troubles de santé mentale dans leur avenir. Lorsque, par exemple, dans les écoles, on ne fait pas une vraie campagne contre le harcèlement scolaire, on est en train de prédisposer tous les enfants à être victimes de troubles de santé mentale dans leur vie. Lorsque, par exemple, dans une entreprise, on ne met pas en place une véritable politique contre le harcèlement sexuel, le harcèlement professionnel, et qu'on met en place des espaces on met pas en place des espaces de parole pour les personnes qui travaillent, une hygiène de vie professionnelle pour les personnes qui y travaillent, on prépare un contexte qui est propice à des problèmes de santé mentale. On va donner un exemple très simple et encore une fois, excusez-moi pour le côté partisan, du féminin, les congés maternité au Sénégal sont toujours absurdes. On ne peut pas reprendre le travail après 2 mois. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qui garde l'enfant? On a l'exode rural. Qui vit avec, une famille qui peut garder un enfant? Et donc on se retrouve avec des personnes qui sont dans une situation de tristesse, de dépression, d'absentéisme, avec des enfants qui sont, livrés à eux-mêmes dans des contextes où la personne ne se sent pas en sécurité. Ça aussi, c'est un contexte, délétère pour la santé mentale. Mais on n'est pas en train d'adresser ces problématiques. On est en train de penser aux problèmes structurels, à multiplier les hôpitaux. Ça, c'est pour quand on est malade, mais on n'est pas encore malade. Donc on peut penser d'abord aux gens qui ne sont pas malades, mais et essayer de s'assurer qu'ils ne deviennent pas malades. Et peut-être que ça, c'est le véritable travail à faire dans le changement, des pratiques de prévention. What we've heard today proves this healing begins when we feel seen. Mental health lives in families, faith, fear, and resilience. Whether we're talking muñ, Kër Massar, or community action, this is about justice and dignity. So part 1 of the Jolene Show with mental health brought us powerful voices from Senegal, but this journey doesn't end here. In part 2, we travel to the US, Colombia, and Canada to hear how culture, migration, and memory shape mental health around the world. If this episode moved you, follow the Jolene Show. Share this with someone who needs to feel heard. And stay with us as we continue exploring what healing really means across borders and within ourselves. See you next week.